mais 10 à 20 nouveau-nés, entre guillemets seulement, naissent infectés chaque année. Dans l'absolu, c'est un chiffre déjà trop élevé, mais il faut le mettre en perspective avec les 2000 enfants qui naissent chaque jour dans le monde infectés par le VIH. Le traitement de l'infection par le VIH en pédiatrie repose, comme chez l'adulte, sur une trithérapie, avec, lorsque cette trithérapie est bien suivie, une mortalité qui est devenue quasi nulle. Mais, d'une part, les enfants devraient tous être pris en charge dans des centres de référence spécialisés, avec à la fois des pédiatres très spécialisés dans le traitement de l'infection par le VIH, mais aussi des équipes qui sont multidisciplinaires et qui intègrent ce traitement anti-VIH les aspects psychologiques et sociaux, en contact avec la famille et en contact avec le milieu associatif. Il existe dans certains pays étrangers la notion de centre de référence accrédité, qui est une notion qui n'existe pas en France. Deuxièmement, malheureusement, trop souvent, les formulations galéniques, c'est-à-dire la forme des médicaments qu'on donne à absorber à l'enfant, ne sont pas adaptées à l'âge de l'enfant. Et là, c'est donc un message pour l'industrie pharmaceutique. Il est important qu'à côté de la recherche de nouveaux médicaments, se poursuive très activement la recherche de formes galéniques adaptées aux besoins de l'enfant. Et enfin, la troisième notion, qui est un peu nouvelle et qu'il faut mentionner, c'est qu'une centaine d'adolescents s'infectent chaque année par voie sexuelle et que ceci nous conduit à réfléchir sur le renforcement des actions de prévention à effectuer auprès des jeunes. Quelques mots à propos d'infection par le VIH et procréation. Le groupe d'experts a observé que trop souvent, procréation rime avec diminution de la prévention à l'occasion des relations sexuelles. Et le recours au rapport non protégé avec un partenaire séronégatif est évidemment fortement déconseillé. Lorsqu'il s'agit de couples sérodifférents, il est recommandé de recourir d'abord à l'auto-insémination si l'homme est séronégatif, et de recourir à l'aide médicale à la procréation si c'est la femme qui est séronégative. Donc je vais dire 2-3 mots de l'aide médicale à la procréation à risque viral dans le cadre du VIH, pour dire que chez les couples sérodifférents, l'aide médicale à la procréation a permis la naissance de 164 enfants en 2004, sans aucune contamination de la mère, ni de l'enfant bientôt, mais évidemment. Et ces aides médicales à la procréation s'exercent maintenant depuis 1999. La deuxième remarque est que sur les 11 centres d'aide médicale à la procréation à risque viral, 10 déplorent un manque de moyens, notamment en personnel, pour assurer cette activité. Les couples se plaignent d'un parcours extrêmement long et difficile pour recourir à l'assistance médicale à la procréation, mais il faut reconnaître que c'est un parcours qui est de toute façon difficile, même hors du cadre de l'infection par le VIH. Et la troisième remarque est que l'arrêté du 10 mai 2001 qui fixe les conditions et les modalités du recours à l'AMP en cas de risque viral VIH, aux yeux du groupe de travail sur l'aide médicale à la procréation, devrait évoluer pour tenir compte des données récentes, en particulier vers plus de simplicité. Dans le domaine de la grossesse, le risque de transmission mère-enfant est aujourd'hui de 0,3% si la charge virale est indétectable sous traitement chez la mère, et ceci explique que si peu d'enfants naissent aujourd'hui infectés par le VIH. On rappelle également, après débat, que le dépistage VIH chez la femme enceinte n'est pas obligatoire, mais qu'en fait il doit être systématiquement proposé, et même probablement proposé à plusieurs reprises si nécessaire au cours de la grossesse. Et qu'enfin, la grossesse d'une femme affectée par le VIH est une grossesse à risque, en particulier d'accouchement prématuré, qui nécessite là aussi une prise en charge multidisciplinaire entre le gynéco-obstétricien, le pédiatre, l'infectiologue, dont la prévention de la transmission mère-enfant, si la femme n'avait pas besoin d'être traitée pour sa propre maladie, repose sur une trithérapie qui est débutée plus tôt qu'elle l'était par le passé, à la fin du deuxième trimestre, parfois même encore plus tôt, en particulier si la charge virale de la femme est très élevée, et qu'enfin, le soutien à l'observance et les risques toxiques des antirétroviraux chez la mère et l'enfant restent vraiment des préoccupations extrêmement importantes pour les équipes qui prennent en charge
les femmes enceintes. Je me présente, donc je suis Reda Satfi, je travaille au sein du Comité des familles, qui est une association qui regroupe des couples et des familles concernées par le VIH. Donc évidemment, je n'ai pas encore lu le rapport, évidemment, et j'aimerais justement vous poser des questions pour avoir un certain nombre de précisions concernant les 3 points qui nous intéressent le plus. Le premier concerne l'AMP. Vous avez évoqué la situation des couples qui décident finalement de faire leur bébé en prenant des risques, avec à la clé une contamination possible. Nous, ce qu'on constate, c'est que les personnes, les couples qui prennent ces décisions-là, sont très souvent bloqués dans le labyrinthe de l'AMP. Le rapport de l'Agence de biomédecine cite un temps moyen d'attente de 6 mois, mais il y a aussi des extrêmes, on va dire, et en particulier des extrêmes qui tirent vers le haut ce temps d'attente. Donc j'aimerais savoir sur les aspects, sur cette question de la prévention au sein des couples sérodifférents, qu'est-ce que vous pouvez nous préciser sur les recommandations du rapport et sur le rôle du médecin dans la prévention quand il s'adresse finalement, il ne voit que la personne séropositive, il ne voit pas son partenaire séronégatif, ou plus rarement en tout cas. Qu'est-ce que vous préconisez, qu'est-ce que vous recommandez sur ce volet-là, c'est sur l'AMP. Sur le suivi de la grossesse et des femmes séropositives, on a une forte préoccupation par rapport à la prise d'antirétroviraux pendant la grossesse et de leurs conséquences sur les enfants qui ont échappé au pire, c'est-à-dire qui sont séronégatifs. Certains pédiatres, enfin un pédiatre en particulier, qui je pense a participé au travail du rapport, nous dit, c'est évidemment anecdotique, qu'elle constate 10 fois plus souvent de troubles du comportement et de troubles neurologiques chez les enfants séronégatifs nés de mamans séropositives sous traitement que chez le reste des enfants. Donc j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a eu des choix faits dans les recommandations sur les médicaments, les antirétroviraux que peuvent prendre les mamans pendant leur grossesse? Avez-vous réussi à établir lesquels sont pires que les autres et avoir des recommandations plus fermes? Parce que nous, en tant que parents, on se pose énormément de questions sur le devenir de nos enfants, aussi bien à court terme, c'est-à-dire sur les quelques années qui se sont écoulées, qu'évidemment sur l'avenir, sur le plus long terme, quoi. Donc ça, c'est sur le deuxième volet. Et le troisième aussi, sur tout ce qui concerne la prise en charge des enfants. Là aussi, heureusement, quelque part, il n'y a pas de médicalisation au-delà une fois que le diagnostic, une fois que la séronégativité est établie des enfants, justement, nés de mamans séropositives. Mais qu'est-ce qui est prévu et qu'est-ce qui est recommandé aujourd'hui par le rapport sur le suivi des enfants séronégatifs? Parce que pour l'instant, on a le sentiment qu'une partie du problème, c'est justement il n'y a aucune coordination. Les mamans mettent des années avant de trouver les relais sociaux, les relais dans les CMP. Les mamans ont beaucoup de mal, et les papas aussi ont beaucoup de mal à trouver, à faire le lien entre leur infectiologue qui les suit pour leur VIH, le pédiatre qui suit les enfants, les spécialistes neurologues ou autres qui vont prendre en charge les enfants pour ces problèmes spécifiques. Je sais qu'il y avait une recommandation en 2004 qui était plutôt vague, qui incitait en fait les médecins à informer les parents que tout parent devrait signaler des choses inhabituelles ou des problèmes particuliers avec les enfants. J'aimerais savoir si dans ces nouvelles recommandations, vous avez pu aller un peu plus loin pour justement s'intéresser au plus près du devenir de nos enfants. Donc sur ces 3 questions, j'aimerais savoir quelle précision apporte le rapport. Sur la première question, qui était l'AMP, je redis donc ce que j'ai dit. L'AMP est un parcours extrêmement complexe pour les couples. C'est indiscutable. C'est long, c'est douloureux, difficile, parfois ça ne marche pas. Ce n'est pas propre à l'infection par le VIH, mais c'est aussi comme ça dans l'infection par le VIH. Et ce que le groupe d'experts a noté, c'est que la plupart des centres d'AMP en risque viral expliquent que les moyens dont ils sont dotés, en particulier en personnel, sont insuffisants pour leur permettre de faire face. Ça, c'est l'observation. Pour vos autres questions concernant les médicaments au cours de la grossesse et les conséquences des traitements chez les enfants non infectés, là, je vais profiter peut-être de la présence de Laurent Mandelbrot, si je peux, qui a dirigé le groupe de travail sur VIH et procréation pour lui proposer de vous répondre.
Merci pour cette question. En fait, c'est plusieurs questions dans la question. Évidemment, l'ensemble de ce groupe pluridisciplinaire, pédiatre, physiologue, obstétricien, a très à cœur les problèmes de toxicité qui ont été d'ailleurs mis en évidence historiquement par les équipes françaises il y a quelques années auxquelles vous faites allusion. Et bien entendu, on continue à recommander fortement le suivi des enfants et aux parents de rapporter et de signaler tout effet et enfin tout problème chez ces enfants quand ils sont suivis. Ce n'est pas dans le cadre des recommandations, mais on est aussi en France dans une perspective actuellement de trouver de nouvelles stratégies de prévention de la transmission pour les femmes qui n'ont pas besoin de traitement elles-mêmes au long cours. Donc on ne s'arrête pas du tout à des choses qui marchent en disant on va pas aller plus loin, on essaye d'aller plus loin et de trouver de nouvelles stratégies pour les risques. Et sur le troisième point, vous évoquez les problèmes neurologiques chez les enfants, la difficulté de trouver des CMP, etc. Je pense que ça allait un tout petit peu trop loin. Vous parlez tout à l'heure de l'aspect, on va dire, humain, social, et toutes les difficultés que peuvent rencontrer ces familles, et souvent d'ailleurs les mères, les familles monoparentales, et dans des situations parfois très difficiles. Je pense que les données actuelles qui ont été revues par le groupe ne permettent pas de conclure à ce que l'ensemble des problèmes rencontrés par ces familles et par ces enfants seraient directement imputables au traitement. Ça ne veut pas dire qu'on néglige la part des traitements, mais il y a toute une dimension, et ça fait partie justement des préoccupations sur l'accès aux soins, ça fait partie de la préoccupation d'un certain nombre d'associations, dont la vôtre, dont d'autres dans cette salle comme Ici Moins Mouton, Fiche Derrière, etc., qui essayent d'améliorer cet accès. Ça fait partie du problème que quand l'enfant est infecté par le VIH, qu'il ne soit pas oublié, que le suivi dans la famille ne soit pas oublié. Mais je ne voudrais pas non plus qu'on retienne l'idée que tous les problèmes de santé de ces enfants seraient uniquement imputables au traitement antirétroviral. On est à faire d'autres progrès. Dernier point, c'est que le professeur Lény a dit tout à l'heure qu'actuellement on a tendance à traiter toutes les femmes enceintes de façon relativement similaire, assez bien étiquetée, de façon relativement simple, avec un objectif simple d'obtenir une charge virale indétectable. Avant de parler de tous les inconvénients, et on est tout à fait conscient de ces inconvénients, on voit, et ça on le vit quand on est clinicien, c'est pas seulement des paroles pour un ouvrage de ce type, que le nombre d'enfants infectés est devenu extrêmement faible. Actuellement en France, la plupart des cas d'enfants infectés sont dus à des échecs de traitement, des absences de prise de traitement. Donc ça a quand même complètement transformé. On parlait du nombre d'infections, de décès liés au sida. Le nombre d'infections d'enfants par transmission d'un enfant est devenu extrêmement faible dans notre pays grâce à ces moyens de prévention. Donc là, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est peut-être un peu facile comme expression. Enfin, les traitements nous ont fait faire un progrès énorme, et l'étape suivante est plutôt d'arriver à trouver des stratégies plus individualisées qui permettraient de diminuer les effets secondaires, y compris dans ce domaine. Merci.